Dit que ma sœur ne va pas bien du tout, elle a été plongée dans un coma artificiel. Messieurs, dames, j'ai demandé une fille en mariage. Je suis plus que la moitié de moi-même en fait, parce que j'ai perdu l'autre moitié. J'ai failli mourir avec toute ma famille. Là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dors avec un doudou à l'âge de 32 ans. J'ai perdu mon doudou à Amsterdam. Les copains, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Nous sommes désormais 15 000 abonnés, confetti, fiesta. Merci à vous en tout cas de me suivre chaque semaine pour ce format YouTube. C'est vrai que j'adore, je me fais trop plaisir, je vous raconte ma life, je commande des choses. On est encore un petit peu plus proche. Et puis en plus de ça, j'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires. C'est toujours ultra constructif. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo si elle vous a plu ou si vous sentez même que ça va vous plaire. Et puis surtout, activez la petite cloche, comme ça vous envoie une petite notification dès que je sors une nouvelle vidéo et comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas la louper. Quand j'ai commencé cette chaîne, je ne m'attendais absolument pas à avoir un tel engagement. Et vraiment, je vous remercie parce qu'en plus, vous êtes grave feel good et vous m'encouragez au quotidien avec vraiment des commentaires ultra constructifs. Ce qui me permet de toujours faire mieux. Donc j'avais compris que dans certaines vidéos, vous trouviez que c'était peut-être pas assez long. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je vais parler un petit peu plus. En règle générale, ce n'est pas un souci pour moi. On va pouvoir commencer à parler de cette vidéo. C'est vrai qu'elle est un petit peu différente de d'habitude. Cette vidéo est une story time et se prénomme les pires moments de ma vie. Vous allez vite comprendre pourquoi ça a été les pires moments de ma vie. Ça m'a d'ailleurs aidé à me construire, voir le beau côté de la vie. Vous allez voir, mes histoires sont réelles, je les ai vraiment vécues. Ça a été parfois très difficile, des fois un peu plus rigolo, des fois un peu léger, mais en fait vous allez vraiment rentrer dans mon intimité. Mais je suis très heureux de le faire avec vous, je me sens à l'aise. Mais avant de vous raconter les pires histoires qui me sont arrivées dans ma vie, je voulais vraiment remercier la marque Mashiro de sponsoriser ce contenu aujourd'hui. Mashiro, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de ciseaux française avec de l'acier japonais, qui existe depuis près de 5 ans. C'est super facile pour moi de parler de cette marque, étant donné que je suis directeur artistique depuis le départ. Je suis coiffeur, j'utilise des lames japonaises avec différents aciers. Je ne vais pas vous en parler parce que vous n'êtes peut-être pas tous coiffeurs, mais en tout cas, si vous connaissez des coiffeurs, si vous êtes coiffeur vous-même, je vous invite à vous rendre directement sur le lien dans la description pour aller voir un petit peu ce que font Mashiro. Voilà quelques petits exemples de modèles qui réalisent. Merci à la société Mashiro de sponsoriser cette vidéo et je suis très fier de travailler avec vous toute l'année. Je pense que maintenant, nous allons pouvoir passer au contenu, mais avant ça, jingle. Ok, on va passer à la première pire histoire qui m'est arrivée de ma vie et qui a permis vraiment de me construire. À ce moment-là, j'ai 18 ans, je suis en fin d'études de coiffure et ma sœur est enceinte de son deuxième enfant. Je suis super heureux, super ému de pouvoir être pour la deuxième fois tonton. Et là, c'est le grand jour. Ma sœur qui habite à Lyon appelle ma mère et lui dit « Écoute maman, c'est bon, je vais enfin accoucher. » Waouh! Ma mère m'appelle, je suis à l'école, elle me dit « Yohan, tu prends toutes tes affaires, ça y est, on part à Lyon et on va enfin découvrir le bébé de Sandra, le nouveau bébé. » Je suis trop heureux, je monte dans la voiture, on se dirige direction Lyon direct. Et là sur la route, en fait, on reçoit un appel de mon beau-frère qui nous raconte que en fait, ça se passe pas vraiment comme prévu l'accouchement. Rien que de vous en parler, bah, franchement, voilà, j'ai des frissons. Ça a été vraiment un moment tragique dans ma vie. Voilà, on nous dit que ma sœur ne va pas bien du tout. Elle a été plongée dans un coma artificiel. C'est très compliqué. On se dirige en direction de l'hôpital dans lequel a accouché ma sœur. Et là, on nous rappelle sur la route pour nous dire que ma sœur a été transférée d'un autre hôpital à Lyon et qu'elle ne se trouve pas du tout au même endroit là où le bébé a été né. Mon petit neveu Tom, on débarque à cet hôpital. Je le prends dans mes bras, je le vois pour la première fois, il pleure, il a la tête de mon grand-père. C'est un moment magnifique, mais à la fois très tragique, parce que je ne sais pas du tout où est ma sœur, ce qu'elle a, comment elle va. Partager entre le bonheur de l'accouchement, mais le malheur de peut-être plus jamais retrouver sa sœur.
Et ça a été un moment très compliqué pour moi. Après avoir reposé le bébé et vu ma mère en larmes à plusieurs reprises, ça a été quand même assez compliqué. Rien d'en parler encore aujourd'hui, franchement, ça me fait un petit quelque chose. Finalement, on s'est dirigé à l'autre hôpital pour essayer de savoir ce qu'avait ma sœur. Et là, les médecins sont unanimes. Ils nous disent qu'il y a 99% de chances que ma sœur décède ou reste un légume à vie. Parce qu'en fait, elle a fait une méningite à l'accouchement. Donc là, en fait, je pensais pas que j'allais avoir autant d'émotions d'en parler à ce moment-là. Ça fait quand même 15 ans, mais bon. Moi, je me dis, waouh, quels sont les derniers mots que j'ai dit à ma sœur? Je regarde les messages. Elle nous avait dit que tout allait bien, qu'elle partait, qu'elle était trop contente d'accoucher de mon petit-neveu et tout. Bon, on se retrouve sans espoir, quoi. À 18 ans, je suis déjà en train de me voir sans ma sœur. Voilà, il y a tout qui me passe par la tête. Bien évidemment, c'est un moment horrible. Et la seule chose pour laquelle je pouvais me raccrocher, c'était l'espoir. C'était l'espoir de pouvoir retrouver ma sœur un jour. Et n'étant pas croyant de base, là d'un coup, il se passe des choses incroyables, c'est que tu te mets à prier, quoi. J'avais l'impression de me réveiller d'un mauvais cauchemar. Et en fait, non. Chaque matin que je me réveillais, c'était un cauchemar. Malgré tout ça, on continuait d'avancer. Ma mère, je ne l'ai jamais vue comme ça. Je pense que ça a été une des choses qui m'a le plus marqué. C'était de voir ma mère à deux doigts de perdre un enfant. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Là, ma mère m'appelle très tôt, 7 h du matin. Et là, quand le téléphone sonne à 7 h du matin, alors que ta sœur est dans le coma, c'est jamais très bon signe. Et là, je réponds. Et je sens qu'à la voix de ma mère, il s'est passé un truc de ouf, quoi. Ma sœur s'est réveillée du coma et n'a pas de séquelles. Rien que d'en parler aujourd'hui, franchement, ça me fait quelque chose. Parce que, en fait, j'y croyais même plus à ce moment-là. Je me disais, mais ma sœur, c'est fini, je la reverrai plus. Et là, ma mère me réveille en me disant, ça y est, Johan, ta sœur, elle est réveillée, elle a pas de séquelles. C'est un miracle. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors qu'en fait, la veille, c'était le pire. On a couru dans les allées pour aller retrouver sa chambre. C'est un truc de fou quand j'y repense. On est arrivé devant la chambre, j'ouvre la porte, je me dis, ouais, je vais la retrouver un peu bizarre. Et là, non, elle était debout, enfin assise, relevée sur son lit, elle me regarde. Et là, je me mets à chialer. Ma mère, pareil, elle me dit, mais enfin, Johan, pourquoi tu pleures? En fait, j'ai l'impression, moi, que c'est un fantôme qui me parle tellement que pour moi, ma sœur était déjà morte. Dans ma tête, c'était fini, quoi. Bah, ça restera le plus beau et le pire souvenir de ma vie. Parce que j'ai vraiment cru que ma sœur allait mourir d'une méningite à la suite de son accouchement. Surtout qu'en plus de ça, je connaissais un petit peu ça. À ce moment-là, j'étais en couple avec une fille dont sa maman avait accouché et était décédée à l'accouchement. Sandra est en vie, Sandra n'a aucune séquelle. Et quand je parle à ma sœur, elle me dit « Écoute, je me rappelle de rien. Je me rappelle juste que j'étais enceinte à un moment. » Et elle se rappelait même plus qu'elle avait eu un enfant et qu'elle venait d'accoucher. Donc elle a dû en fait rééduquer un petit peu son cerveau à tout ça. Elle a parfois des petits moments d'absence où elle m'appelle par le nom de son fils, le nom de son mari. Aujourd'hui, l'histoire se termine très bien. Mon neveu a bientôt 15 ans. Ma sœur à 40 ans est encore en vie. C'est chaud de commencer par une histoire comme ça. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire qu'après cette anecdote-là, je peux vous dire que je vois pas la vie de la même façon, hein. Cette première anecdote est finie. On va partir sur cette deuxième anecdote qui aura marqué ma vie sentimentale à tout jamais, qui m'aura aidé dans le futur, vous le verrez. Mais je vous explique le contexte. J'ai 18 ans, j'ai rencontré une fille superbe. Première fois de ma vie que je reste longtemps en couple. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je décide de la demander en mariage. Oui, messieurs, dames, j'ai demandé une fille en mariage. J'avais acheté ma petite bague avec mes petits moyens à 18 ans et nous sommes donc partis en voyage au Portugal. C'était un voyage qui était prévu et j'avais mis ma petite bague dans la poche. Exprès de la garder dans ma poche pour qu'elle sonne au portique et pour pouvoir demander ma fiancée à ce moment-là. En effet, je suis passé au portique, la bague a sonné et j'ai demandé ma petite amie à l'aéroport comme ça. Elle a accepté de se marier avec moi.
Et nous nous lançons donc dans cette procédure de mariage. Je fais appel à une wedding planner. Je réserve un domaine incroyable, un vin exceptionnel, le champagne. Je préviens toute ma famille, mes amis, mes témoins. On travaillait ensemble dans mon salon que j'avais monté. Elle était heureuse d'apparence. Vraiment, je n'aimais qu'elle, je ne voyais que par elle. La date du mariage approche à grands pas et je commence donc à verser le premier argent pour sceller la date. Je la sentais parfois stressée et un petit peu embarrassée. Donc là, moi j'arrive à la maison, ça fait une semaine que j'ai pas vu mon ex. Je la retrouve, je la serre dans mes bras et là je sens qu'il se passe quelque chose de totalement différent. Elle se met à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il faut que je t'avoue quelque chose, il faut que je t'avoue quelque chose. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Et là, le coup de massue. Elle me dit, bah en fait j'aime quelqu'un d'autre. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Je dis, quoi? Comment tu peux aimer quelqu'un d'autre? Elle me dit, écoute, je t'explique. C'est terrible ce qui se passe. En fait, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie depuis 2 mois. Je suis amoureuse de lui. Il est en couple avec quelqu'un. Et cette personne-là a découvert qu'on devait se voir et a menacé de te contacter. Quoi? Horrible! Là, d'un coup, la femme de ma vie est en train de m'annoncer qu'elle aime quelqu'un d'autre. Et moi, ma première idée, c'est sauver mon mariage. C'est sauver mon couple. Elle me dit qu'en fait, bah non, elle n'a jamais vraiment trop vu ce garçon. Elle l'a vu une fois à un repas. Il y a 2 mois auparavant. Quand elle avait eu 15 ans, elle était tombée amoureuse de lui. Et elle est plus sûre de m'aimer, quoi. Je décide d'en parler à personne, de le garder pour moi. Il se passe 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et au bout d'un moment, ça commence à me mettre mal, je pleure. Elle aussi, vraiment, on est tous les deux très mal. Et je me dis, il faut absolument qu'on sorte de cette situation. Vraiment de prendre une décision parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Tu arrêtes un peu cette relation par téléphone. De prendre 1 semaine de vacances ensemble. Et qu'elle parte voir ce mec-là à Toulouse. Et que moi je parte voir un autre pote à moi faire du ski aux 2 Alpes à ce moment-là. Elle me dit ok, bah voilà, c'est bon, j'ai prévu mon week-end, je vais partir avec lui 3 jours. Je me suis dit à ce moment-là, elle va aller le voir, elle va se rendre compte qu'en fait elle fait une énorme bêtise et que c'est moi l'élu, voilà. Et là, première soirée en fait, angoisse. Angoisse, je suis en train de me dire, mec, en fait ta future femme, elle est en train peut-être de se faire déglingue par son nouveau mec. Elle est en train de passer des moments incroyables et j'ai pas de nouvelles d'elle la première journée, 2 jours, 3 jours. Horrible. Horrible. Elle revient, toute sourire, bonheur. Et moi, je suis, mais... À ce moment-là, je suis plus que la moitié de moi-même en fait parce que j'ai perdu l'autre moitié. Je la vois toute sourire et je lui dis alors. Elle me dit, bah voilà, Johan, on s'aime. Ah ok, là il y a tout qui s'écroule, je me dis ok, c'est clair et net que là bah j'ai perdu ma femme quoi. Je me dis ok, bon bah c'est très bien, tu sais ce qu'on va faire, il va falloir que tu prennes tes affaires, que tu ailles chez une amie, chez tes grands-parents, tout ce que tu veux. Mais là il faut qu'on se sépare. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Il s'est trouvé que moi à ce moment-là, bah, j'ai fait une dep, vraiment une vraie dépression, je dirais de 3 jours. Au bout de 3 jours par contre, ça a été instantané. Ok, en fait, elle s'est bien foutue de ma gueule en fait. Ça fait des années que moi je suis avec elle, machin, tout va bien, tout se passe bien. Et là, bam, elle me fait ça. Mais je lui en veux à mort. Je commence à sortir, à rencontrer des nanas. Alors pas évident au début. Mes premiers dates, c'était juste de leur raconter ce qui se passait avec mon ex. J'ai commencé à rencontrer une petite nana. Et tout se passait bien. Et puis j'ai commencé à me mettre en couple avec cette fille-là. Jusqu'au moment où mon ex me rappelait. En fait, on travaillait toujours ensemble. Et mon ex, me voyant bien, en fait, un jour, elle m'appelle. Elle me dit « Yoann, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. » Je lui dis « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Bah voilà, j'ai passé le week-end dernier avec mon mec. » Donc, ça faisait 1 semaine qu'on s'était séparés. J'ai passé le week-end avec lui et en fait, il m'a dit qu'en fait, il se barrait en Chine. Chais! Et en fait, il l'a lâché comme une pauvre merde. Eh bien, les gars, je vais vous dire un truc. Même en étant avec une nouvelle nana à ce moment-là que je venais tout juste de rencontrer, je lui ai dit vas-y, pas de souci, on se voit. Je lui ai parlé. J'ai senti le moment en fait où elle voulait revenir. Et moi à ce moment-là, ça y est, la porte était fermée. Maintenant avec le temps, voilà, je peux vous le dire. Je suis tombé amoureux d'une autre fille. Une belle histoire qui a duré 3 ans, qui s'est terminée après par la suite. Mon ex a rencontré quelqu'un d'autre. Une personne très très bien qu'elle avait rencontrée dans mon salon. Aujourd'hui, n'est pas mariée.
Mais par contre, un enfant avec ce nouveau garçon, aujourd'hui, je ne lui en veux absolument pas. Je n'étais pas la bonne personne pour elle. Je n'étais pas non plus la bonne personne pour moi. Parce qu'il me fallait absolument une personne qui était convaincue toute sa vie que j'allais être l'homme de sa vie. Peut-être qu'un jour, j'aurai des enfants, peut-être plus tard. Bien sûr, c'est quelque chose que j'envisagerai avec la personne avec laquelle je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, je crois en l'amour éternel. C'est possible. En revanche, je refuse de croire en l'amour unique d'une seule personne. Même si on est malheureux et tout, c'est pas possible qu'il y ait qu'une seule personne capable de nous rendre heureuses. Si vous avez une personne qui vous rend heureuse ou heureux au quotidien, eh bien gardez-la jusqu'à temps qu'elle vous rende heureuse au maximum toute votre vie. C'est ça le plus important. Et comme dirait Chicandier, c'est ça mon analyse. On va pouvoir passer à la troisième anecdote. Alors cette troisième anecdote, clairement, je vous le dis d'avance, j'ai failli mourir avec toute ma famille. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mon grand-père avait décidé de nous offrir un voyage pour réunir l'intégralité de notre famille. C'est génial. On part en croisière dans la Méditerranée. On va faire Palma de Majorque. On fait Barcelone. Ibiza est prévu. Moi, je me dis, mais magnifique. On part à Ibiza. C'est génial. On part en croisière. Le bateau est magnifique. Un bateau de 15 étages, ultra luxe, la croisière de luxe comme vous en rêvez tous. Et on commence avec cette première ville, Barcelone. Barcelone, c'est génial, on passe un moment extraordinaire avec toute ma famille, on rigole, on va en discothèque le soir. Et à la fin de cette deuxième journée, on repart en mer et à ce moment-là, on croise, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un typhon. Vous savez, un ouragan, non, je sais pas comment, un tourbillon dans la mer. Et on voit au loin de l'eau qui tourne en rond comme ça et qui part comme un cône. Et là, qui s'élève mais à plusieurs mètres de hauteur. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, on est sur le bateau avec ma famille. On regarde ça de loin. Et finalement, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien du tout. Et puis bon, on s'éloigne un petit peu de ce typhon, je sais pas comment on appelle ça. On doit aller se rendre à Ibiza. C'est le soir, je vois que la mer est agitée. Je me dis, bon, on est quand même en mer pour aller à Ibiza, c'est quand même chaud. Et là, on commence tous à sentir que le bateau bouge à mort. Seulement un bateau de croisière de 15 étages qui bouge à mort, c'est vraiment pas bon. J'avais l'impression clairement d'être dans un petit canoë-kayak. Alerte générale, on nous demande de rester dans nos cabines et d'avoir nos gilets de sauvetage et d'absolument rester dans nos chambres avec interdiction de sortir de notre chambre. Et surtout pas sur le balcon. Je vois le bateau qui tangue. Il fait gauche, droite. Mon ex à l'époque, elle avait le gilet de sauvetage, elle pleurait. Ah, on va mourir, on va mourir. Et moi je lui dis, mais non, on va pas mourir, ça va, ça arrive. Là je tourne la tête à la fenêtre. On est au 13e étage les gars. Et là, je vois, il y a 80 mètres cubes, bram, qui se jettent contre ma vitre. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'eau est passée au 13e étage. C'est terrible. Et là, on sent des secousses de dingue. Et en fait, le commandant nous laisse un message et nous dit qu'en fait, il est obligé de faire demi-tour. Et qu'on ne peut pas traverser cette tempête-là, c'est beaucoup trop dangereux. On ne peut même pas rentrer sur Marseille, tellement que c'est la guerre. Il décide de faire une bifurcation et d'aller du coup se loger sur une île à côté où un port pourra nous accueillir. Eh bien les gars, tant bien que mal, on a réussi à arriver, à accoster. On s'en est tiré indemne grâce à la décision du commandant. Le lendemain, on a appris que d'ailleurs 2 bateaux de croisière se sont échoués dans le port de Marseille et un autre dans la Méditerranée avec plusieurs morts. Là, échappé belle. On a failli tous mourir avec ma famille. Tout ça pour vous dire qu'à la fin, quand on est revenu et qu'on s'est posé sur le sol, pour la première fois de ma vie, j'ai eu le mal, non pas de mer, mais le mal de terre. Mon père était d'ailleurs sur son balcon et à un moment, il voyait que ça bougeait énormément. Il a dit « Ah bon là quand même c'est chaud, je vais rentrer ». Il a fermé sa baie vitrée, là, bram. Il y a toute l'eau qui est passée sur son balcon. Clairement, je ne sais pas comment on a fait pour avoir des milliers de passagers et il n'y en a pas eu un mort sur notre bateau. C'est un miracle. Cette anecdote est incroyable. Croyez-moi qu'on s'en rappellera toute notre vie. Et on va pouvoir passer à la 4e et à la dernière anecdote. Vous allez me prendre pour un dingue, pour un barjot, pour un serial killer, en devenir bien évidemment, parce que pour le moment, je n'ai encore jamais rien fait. Je dors
avec un doudou à l'âge de 32 ans encore. Oui. Je suis né avec un doudou. Oui. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Mais là, je vais vous expliquer une chose effroyable. À l'âge de 25 ans, j'ai perdu mon doudou à Amsterdam. Et alors là, pour moi, c'est une des pires expériences de ma vie. Parce que ce doudou, c'était tout pour moi. C'était à la fois significatif de la séparation de mon papa et de ma maman, où je retrouvais chez mon papa l'odeur de ma maman grâce à ce doudou. Et inversement, c'était aussi toutes les filles que j'ai rencontrées qui ont connu ce doudou. Ça a été aussi tous mes potes qui ont essayé de me le cacher pendant des années pour me faire des farces. Ça a été un combat permanent, mais à la fois, il me plaisait tellement ce doudou parce que c'était une partie de moi que j'amenais de partout et qui me faisait me sentir en sécurité. Et bien là, ce jour-là, j'étais à Amsterdam avec mes potes. Vous imaginez bien ce que j'ai pu faire à Amsterdam quand j'avais 25 ans, à l'époque où j'étais peut-être un petit peu plus foufou. Je n'avais pas les idées très claires. Autant vous dire que peut-être j'avais consommé un petit peu de cannabis. Ce n'est vraiment pas bien. Il ne faut absolument pas le faire. Mais à l'époque, je l'avais fait. Je suis reparti un petit peu en l'air, si je puis dire, et j'ai oublié mon doudou. Sur le moment, pas très grave. Je me dis, oh là là, quelle horreur. Je suis sur la route du retour, en voiture avec mes potes. On arrive à Marseille, je leur dis, les gars, j'ai oublié mon doudou, c'est une horreur. Ils disent, ok, vas-y, t'inquiète pas, Yohan. Ils savent à quel point c'est important pour moi. Appelle la femme de ménage du lieu où on était pour qu'ils te le mettent de côté. C'est le jour J, t'inquiète pas et tout. J'appelle. On me dit, oui, bien sûr, pas de problème. Alors, il ne faut pas nous appeler, il faut nous envoyer un mail. J'ai commencé un mail. Vous demandez à la femme de ménage de me prendre ce doudou. Moi, je vous fais un Lydia, je vous fais un transfert, je vous donne 200 balles, je m'en fous. Je récupère ce doudou. Oui, oui, pas de problème, tout ça, mais d'abord, faites un mail. Je me dis, après tout, allez, t'énerve pas, ça doit être comme ça en Hollande. Fais un mail. Ok, je fais un mail, j'envoie bonjour, voilà, mon fils a perdu son doudou, parce que j'avais quand même un petit peu honte. C'est très important pour lui, il n'arrive plus à dormir, il n'arrivera pas à dormir sans. S'il vous plaît, j'aimerais retrouver mon doudou. Et là, un jour se passe, je n'ai pas de nouvelles. Bien évidemment, je les traque au téléphone. Oui, oui, il faut voir la messagerie, il faut voir la messagerie. Et finalement, 3 jours après, le verdict tombe. La femme de ménage a pris mon doudou pour un torchon et l'a jeté à la poubelle. Non mais quelle horreur! Mais est-ce que vous vous imaginez l'état dans lequel je me retrouve? C'est-à-dire que moi, ça faisait déjà 3 nuits que je dormais pas. Et là, je me dis qu'en fait, ça y est, on a enterré mon doudou pour de vrai. Il est mort. C'est terrible. Je ne le retrouverai plus jamais. Donc là, peut-être que pour vous, ce n'est rien. Pour moi, c'est énorme. Je me dis, ok, bah c'est pas grave, je vais essayer d'en retrouver un. J'en parle à ma famille, à mes amis. Mes parents, trop choux, comprennent à quel point c'est très important pour moi d'avoir un doudou. Ils font tous les magasins de bébés, ils m'achètent des doudous. Voilà, donc j'ai plein de doudous. J'essaye de dormir avec et ça n'y fait rien. Finalement, après 6 mois, parce que j'ai quand même essayé, je dis à ma mère, maman, vraiment, j'arrive pas à dormir sans mon doudou et il faut absolument faire quelque chose. Et ma mère m'a créé un doudou sur mesure avec peut-être l'espoir que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je peux le dire, ça fonctionne. Voilà, je dors toujours avec ce même doudou. Ben, je vais aller vous le chercher, tiens. Je vais aller vous le chercher. Le voilà, mon doudou. C'est celui que ma maman m'a confectionné. Il est tout neuf de 7 ans maintenant, parce que bon, j'ai 32 ans. Et je vous avoue que bah, je peux pas m'en passer, quoi. J'ai prévu le coup. Depuis que j'ai perdu mon premier doudou à Amsterdam, j'ai demandé à ma mère de m'en refaire un autre. Donc je vous l'ai amené, regarde. J'ai un deuxième doudou. Ma copine prend bien soin de me le laver avec de l'adoucissant et tout. Mais ça y est, j'ai vraiment retrouvé les mêmes sensations que sur mon premier doudou. Me dire que bah voilà, j'aurais jamais à reperdre une seconde fois mon doudou parce que j'en ai un deuxième de secours au cas où. Voilà, pour moi, c'est peut-être peu pour vous, mais pour moi, ça a été une des pires anecdotes que j'ai vécues de ma vie, quoi. En tout cas, je suis vraiment heureux de m'être livré à vous. Je me sens mieux. C'est un petit peu une petite séance de psy, en vrai. Mais en tout cas, merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous aime grave. Vraiment, vous êtes des amours. Si c'est pas déjà fait, activez la petite cloche, mettez un petit pouce bleu et puis surtout, mettez un petit commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous avez ressenti sur cette vidéo, ça m'aidera énormément. Je vous aime de ouf, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!